Bienvenue à toi sur le podcast des Nouvelles Aventurières. Ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon qui ont décidé de faire de leur vie une aventure à travers leur métier, leur passion ou leurs défis personnels. Elles nous inspirent et nous prouvent qu'aujourd'hui, tout est possible. Elles ont choisi une vie hors du commun et nous racontent ici leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Du rêve à la réalité, découvre les coulisses de l'état d'esprit de ces femmes actuelles, les Nouvelles Aventurières. Hello, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que je vais vous présenter une fille qui a marqué ma vie. Cette fille s'appelle Charlotte, elle a 35 ans, elle est meucheuse, et oui je sais, il y a beaucoup de meucheuses dans ce podcast, mais c'est en général des femmes qui ont des vies absolument extraordinaires. Salut Charlotte, comment tu vas? Coucou Emeline, très 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 bien, merci. Et toi? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Pour les gens qui ne savent pas qui tu es et qui vont le découvrir très bientôt, en fait, tu as été une personne extrêmement importante dans mon parcours de vie. On s'est rencontrés, je crois, en 2016 dans un covoiturage. On s'est retrouvés à l'arrière d'une même voiture pour un trajet, je sais plus lequel. Et je me rappelle juste que pendant 2 heures, je t'ai écouté raconter ta vie et j'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, mais elle a la vie que j'ai envie d'avoir. Et tu m'as fait ce déclic de c'est possible d'avoir cette vie-là. Je me suis dit, mais waouh, un récit de vie, mais juste incroyable. Tu revenais de Nouvelle-Zélande, tu partais en Suisse. Enfin, je vais te laisser raconter toute ton expérience de vie qui est juste incroyable. Alors, tu es chose en ce moment, mais il y a un truc aussi qui nous rapproche, c'est que tu es aussi plus ou moins job nomade, si j'ai bien compris, comme moi. Donc, tu as enchaîné plusieurs travails et plusieurs pays où tu as vécu. Mais j'en dis pas plus, je te laisse tout raconter. Euh, Raconte-nous toute ton histoire. Donc oui, effectivement, moi je suis née en Champagne et mes parents ont déménagé pour se rapprocher un petit peu de la mer en Normandie quand j'avais 4 ans en fait. Et j'étais déjà une enfant très dynamique. Je me souviens que mon institutrice en CP disait toujours Charlotte, à la bougeotte. Et je tenais en place. Et en fait, j'ai toujours été très sportive. En fait, quand j'avais 6 ans, j'étais plus grande que mes camarades, même si aujourd'hui, ils m'ont bien rattrapée. Et en fait, le sport, c'est vraiment la matière dans laquelle j'ai excellé. Je gagnais toutes les médailles en course à pied, en cross. J'ai fait aussi pas mal. J'ai joué aux échecs aussi. Quand je, Quand j'avais 11 ans, j'ai participé au championnat de France avec une équipe. On était 4 copines, hein, donc 4 filles. Et j'ai fait beaucoup de gymnastique. Voilà, j'ai toujours adoré bouger. Donc ça, c'était moi en primaire. Après, au collège, même chose. Il y avait l'UNSS, les matchs de hand. Pareil, on avait une équipe de filles et vraiment, c'était vraiment des moments de bonheur. Et je me suis mise à l'escalade aussi à ce moment-là. Quand j'ai eu 13 ans, 13-14 ans, en fait, j'ai eu une maladie assez grave. J'ai eu une méningite foudroyante et je suis vraiment pas passée loin en fait. C'est grâce à mon père si je m'en suis sortie parce que il a eu les bons réflexes et j'ai été hospitalisée pendant un mois. Et je m'en sors très très bien aujourd'hui. Donc je pense que ça a été une épreuve dans ma vie qui a fait que on en parlera plus tard un petit peu des leçons de vie, mais c'est important de pouvoir profiter de l'instant présent parce que effectivement, voilà, tu sais pas ce que demain te réserve. Donc voilà, ça a été un épisode de ma vie où vraiment après, certainement que ça m'a rendue plus forte. Voilà. Ensuite, le lycée, j'ai passé mon bac scientifique. Une fois que je l'ai eu, je suis partie, j'ai suivi la filière STAPS à Caen. Donc, j'ai fait ma licence là-bas. Et par la suite, j'ai poursuivi ma maîtrise en Norvège. Donc, j'ai participé au programme Erasmus dans le Télémark, donc au milieu de la Norvège. Et là, ça a vraiment été une expérience. Enfin, pour moi, c'était la première fois que je quittais la maison un petit peu, tu vois, j'avais la vingtaine et c'était vraiment chouette. Là-bas, j'ai appris à faire du ski de fond, du hockey sur glace, du snowboard.
Vraiment, on était axé sur les connaissances pratiques et, euh, et aussi le programme était en anglais. Donc, pareil, j'ai vraiment fait un bond parce que j'étais voilà, pas très bonne à l'école en anglais. Et ça, vraiment, ça a fait que j'ai chopé le virus du voyage, on va dire. Voilà, ça a été mon premier tremplin. Surtout que quand tu es en Erasmus, tu te fais des amis qui viennent de partout en Europe. Et ça t'ouvre des portes pour le voyage, mais aussi pour plus tard, quand j'ai... En fait, la raison pour laquelle bien souvent je trouve un métier saisonnier qui me plaît dans un endroit extraordinaire, c'est grâce à un peu du bouche à oreille. Et en fait, plus tu te fais de contacts et plus tu en as, plus tu as d'opportunités et plus tu voyages en fait. Et c'est un cercle interminable, mais qui est des belles expériences. C'est totalement ça. Plus tu voyages et plus tu as d'opportunités qui s'ouvrent. En fait, le plus dur, c'est de commencer au final. Mm. Et justement, ça, c'est un truc, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais tu me demandais des moments difficiles dans ma vie et je pense que je suis pas la seule. C'est l'un des moments qui a été un petit peu, et ça n'a pas duré longtemps pour moi en fait, mais c'est quand tu finis tes études et que tu as 22, 23 ans et que tu dois te lancer. Et moi, je me souviens que j'avais deux options. Soit faire une saison à l'UCPA et travailler avec des Suédois et être dans un cadre vraiment extraordinaire où est-ce que tu peux faire du snowboard, du ski, etc. et vraiment profiter de l'environnement et un cadre magique. Ou bien je pouvais être formatrice pour les futurs brevets d'État maître nageur. Et ça, c'était à Paris, donc moins trippant pour moi. Et, euh, et par contre, c'était un CDI ou bien un CDD d'un an. Enfin voilà, ça avait peut-être un peu plus de poids dans ma carrière, mais et j'ai choisi, non, j'ai choisi de faire les saisons. Et effectivement, quand tu commences à en faire une, deux, trois, bah, tant que tu es heureux avec ça, c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut, parfois, certaines personnes, elles se disent, bah ouais, tu es super mobile, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ouais, est-ce que tu t'y retrouves aujourd'hui là-dedans? Donc, voilà, c'est des moments un petit peu où effectivement, ouais, les premières expériences, parfois, c'est pas toujours évident de savoir si c'est ce qu'on veut et puis aussi comment choper les bonnes opportunités, quoi. Donc, tu as terminé tes études, tu as commencé à faire des saisons en tant que quoi exactement? Donc, la première saison, je l'ai faite, j'ai travaillé à l'UCPA et essentiellement, j'étais à l'accueil de l'UCPA et je m'occupais, moi, j'avais euh, un- pas un titre, mais j'avais une position particulière dans le sens où on avait 100, 150, 200 Suédois qui venaient chaque semaine à l'UCPA d'Argentière. Donc, l'UCPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de glisse. C'est des centres sportifs de plein air qui se retrouvent partout en France, à la montagne comme à la mer. Et moi, je m'occupais des réunions d'accueil. Donc, voilà, ça a été mon premier taf, en fait. Et j'ai fait une saison. Ensuite, je suis partie en Angleterre, en Cornouailles, pour enseigner le français pendant un an. J'étais assistante de français. C'était un petit peu parce que j'avais adoré Erasmus et que je voulais un peu retrouver ce cadre-là, même si c'est plus du côté professionnel, du coup, tu enseignes, tu n'es plus étudiante. Et ça, c'était vraiment sympa. Pareil, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'amélioration de mon anglais, hein, parce que vraiment, j'étais pas bonne à l'école. Et petit à petit, voilà, un an en Angleterre, déjà, ça t'aide beaucoup pour le côté linguistique. Et puis hum, après, je suis partie au Canada faire une saison comme musheuse sur l'île d'Orléans. Donc, ça se trouve sur la rivière du Saint-Laurent, face à la ville de Québec. Euh, et oui, j'ai fait une saison, j'ai passé 5, 6 mois, donc un hiver là-bas. Et c'était super. J'avais 25 ans. On était 7, 8, 9 mushers parce que c'était un grand, très grand chenil. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Et on travaillait vraiment fort. Mais comme l'ambiance était détendue, voilà, c'était chouette.
Et en fait, c'est un petit peu par hasard que j'ai atterri là-bas. J'avais organisé une colo en Grèce avec un organisme qui s'appelle Sans Frontières et le guide de kayak était québécois, ami avec les propriétaires du chenil dans lequel j'ai travaillé. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai été au Canada, enfin, du moins à l'Est. Maintenant, la Nouvelle-Zélande, ça m'attire beaucoup. Et puis, du coup, j'ai postulé pour un bureau des guides qui se trouve sur la côte ouest de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça s'appelle Franz Joseph Glacier. Et du coup, voilà, j'ai postulé là-bas. Ils m'ont dit, bah, écoute, visiblement, tu as fait de l'escalade, tu pas la formation, mais tu as déjà une première expérience en tant que guide. Donc, nous, on est prêts, on te prend. Et puis, j'ai pris 1 mois et demi pour être formée, pour emmener des groupes de touristes sur le glacier de Franz Joseph. Et à l'époque où j'y étais, c'était en 2013-2014. En fait, la face terminale du glacier de Franz Joseph était déjà inaccessible. Donc, la seule façon de rejoindre la glace, c'était en hélicoptère. Donc, j'allais à mon bureau, le glacier, en hélicoptère tous les jours où il faisait beau. Donc, il y avait pire comme métier. Ça, Voilà. c'est exactement, on a du mal à s'imaginer, en France, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pays où, ils acceptent de t'embaucher même si tu as pas le diplôme, spécifique. Parce que pour être guide sur des glaciers en France, j'imagine qu'il faut être guide de haute montagne, enfin, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Alors qu'en Non. Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays, ils te disent: «OK, tu es motivé, tu as un peu d'expérience, tu sais de quoi tu parles, on peut te Mmh. former et OK, tu viens bosser». Et ça, c'est vrai que ça surprend beaucoup, pour la France. Parce qu'en France, il faut Ouais, un diplôme hyper long, hyper cher. Hem, ouais, donc voilà, ça, c'est un bon exemple. ouais. Alors, en fait, juste pour faire, j'aimerais bien pas faire une comparaison, mais en France, les guides de haute montagne, c'est déjà, faut être le meilleur. Enfin, il faut, c'est sûr, ça prend des années avant d'avoir le diplôme. Et puis, il faut des années d'expérience avant d'emmener des touristes sur un glacier. Et c'est surtout qu'en fait, les glaciers en France et en Europe, enfin, du moins, au moins en Suisse aussi, ils sont très hauts. En altitude, ils sont souvent à plus de 2000 mètres. Et donc, ils sont difficilement accessibles. Et donc, il faut partir avec un équipement conséquent, il faut être prêt et avec un guide qualifié. Moi, c'était pas ça. J'ai pas envie de dire que c'était Disneyland sur la glace, mais c'était super encadré. On évoluait sur une partie du glacier. On n'était jamais seul. Je naviguais pas à vue. Je savais exactement où j'allais. Donc, j'ai été formée pour emmener ses clients sur cette petite partie du glacier. Et c'est la même chose en Islande de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'accident, tu vois. Donc, et puis en plus, on rendait le glacier accessible à outrance parce que en étant capable d'emmener un hélicoptère sur la glace, ça veut dire que tu pouvais emmener des gens jusqu'à 80 ans qui n'auraient pas pu se rendre par eux-mêmes à cet endroit-là. Donc, c'est ça la différence entre la France où il me semble que la plupart du temps, les hélicoptères sont utilisés uniquement pour les secours et pas pour le tourisme, pour justement protéger l'invasion des touristes, voilà, pour protéger la nature, alors que dans des pays comme l'Islande et la Nouvelle-Zélande, et ben, le tourisme, enfin voilà, il y a tellement de touristes qui veulent voir un glacier, etc. Bah, au détriment de l'environnement, ils rendent ça possible. Et donc, du coup, quand tu me parles des diplômes, effectivement, en France, il nous faut toujours un diplôme et c'est une question d'assurance, en fait. Et en France, on est très spécifique. Dans chaque activité, il faut avoir ton brevet professionnel ou ton brevet d'État. Alors qu'à l'étranger, ils sont plus prêts à te former en interne. OK. Donc, ouais, c'est ça la différence. Et c'est ce pourquoi j'ai pu le faire. Ouais, c'est hyper intéressant et bah, c'est bon à savoir aussi pour ceux qui seraient intéressés. Bon après aujourd'hui, on essaie de pas trop encourager ce genre de tourisme, surtout, depuis le covid, je sais pas si les choses ont changé, surtout que les glaciers, on recule de plus en plus. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'on peut faire des jobs, assez spécifiques sans avoir forcément le diplôme, plus dans certains pays.
Moi, j'avais connu ça aussi en Nouvelle-Zélande. J'avais croisé un guide en montagne et on a discuté 5 minutes et puis il me dit ah tu veux être guide et je dis ah bah j'aimerais bien apprendre et tout. Il me dit bah écoute si tu reviens en Nouvelle-Zélande tu me dis. En gros il me proposait un job quoi. Je dis j'étais pas du tout guide. En fait c'était juste emmener des groupes marcher en montagne mais c'était de la petite montagne. Mais les gens ils payent pour Mm, ça en fait. mm. Et après tout ça alors où la vie t'a-t-elle mené? Alors, donc, oui, c'est là où on s'est croisés. Et par la suite, donc, je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'avais dit à ma mère, bon, bah, à dans 3 ans, hein, parce qu'il y a 3 pays que je veux faire, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré Sam, qui était mon copain pendant 4 ans, qui est néo-zélandais et qui était guide sur les glaciers. Ensemble, on a rejoint l'Australie. On est allé au nord-est de l'Australie, donc dans l'État du Queensland. On était situé dans la forêt vierge, ça s'appelle la Daintree Rainforest. Donc tous les deux, Sam et moi, on était guides dans la canopée de la forêt vierge, oui, la forêt tropicale de Daintree. Et on travaillait pour une entreprise qui s'appelle Jungle Surfing Adventure. Et on a emmené une dizaine de touristes dans la jungle jusqu'à un endroit où on avait installé une roue à hamster géante dans laquelle il y avait 2 touristes qui couraient dedans et que ça permettait à 2 autres personnes de monter à la première plateforme par une tyrolienne, en fait. Et ensuite, on avait 5, 6 plateformes et on faisait un genre de saute-mouton entre les plateformes pour emmener les touristes et leur montrer, en fait, parce que les plateformes se situaient à environ 20 mètres au-dessus, 20 mètres du haut dans les arbres, là. Et il y en avait une en particulier où on voyait la barrière de corail. Et puis de là, si on n'était pas trop bruyant, on voyait des kangourous qui vivent dans les arbres. Alors en anglais, c'est tree kangaroos. En français, c'est kangourous arboricoles. C'est moins fun. Mais en fait, il y avait énormément de vie et notamment nocturne. En fait, il y avait aussi des tours qui étaient organisés, des night tours in the jungle, un truc comme ça. Et là, on voyait, enfin, j'ai vraiment eu des anecdotes. Je me suis fait courser par un casoar là-bas. Donc, si vous connaissez pas les casoars, allez sur Google et puis voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un- Non? c'est une autruche multicolore qui fait 150 kilos et qui ne vole pas parce que forcément elle est trop lourde. Mais qu'est-ce qui court vite? Et ils ont des griffes ça ressemble à des pattes de dinosaures. Donc, c'est des oiseaux endémiques hein, de cette région-là et qui sont protégés. Mais voilà, il y a toutes sortes d'animaux et ça, c'était vraiment une expérience particulière. Et nous, on habitait dans une maison, ce qu'on a appelé une jungle house, parce que tu n'as pas de porte, toutes les fenêtres sont ouvertes. Au milieu de la terrasse, il y avait un palmier. Et voilà, bah, forcément, c'est l'hiver, mais il fait 25-30 degrés. Donc, nous, on se douchait avec l'eau de réservoir, enfin, l'eau de pluie qu'on mettait dans un seau. Et voilà, c'était un petit peu freestyle, mais moi, j'ai adoré pour quelques mois. Tous ces jobs-là, tu fais comment pour les trouver? Tu vas sur Internet, tu contactes directement, comment tu fais? Mais souvent, j'en entends parler via des collègues. Donc, c'est grâce à eux que. Et puis, par exemple, bah, quand j'ai travaillé en Islande, bah, j'ai visité un peu la région dans laquelle j'étais et j'ai été voir, parce que, par exemple, moi, j'étais guide sur les glaciers quand j'étais en Islande, mais il y avait une compagnie qui proposait des tours en kayak parce que quasiment. Alors, une bonne partie des glaciers en Islande, ils ont un lac au pied des glaciers parce que voilà, ça fond, donc l'eau s'évacue dans un lagon. Certains lagons, ils ont des icebergs qui flottent. Et du coup, il y a des guides qui proposent des sorties en kayak sur cette lagon. Enfin, en fait, ce lagon-là, et du coup, c'est vraiment chouette parce que c'est facile d'accès. C'est pas une rivière genre d'eau vive, tu vois. Donc, tu peux emmener quasiment tout le monde et puis tu peux te rapprocher des icebergs. Et bah, justement, j'avais participé à un tour comme ça. Et puis, tu vois un petit peu ce qu'il y a autour et tu te dis, ah tiens, moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Et puis, je postule. Voilà, je postule sur le site.
Et puis ça, c'est quelque chose, j'anticipe aussi là, encore une fois, parce que je pensais en parler un peu plus tard, mais moi, j'ai remarqué que lorsque je fais les entretiens, euh, on pense souvent que finalement, c'est les diplômes et les compétences qui priment parce que nous, on a grandi en France. Mais à l'étranger, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es une personne agréable et que tu sembles être motivé et plutôt sympa, eh ben, il y a pas mal d'endroits où j'ai travaillé, c'est quand même assez retiré. Par exemple, quand j'étais à Franz Joseph en Nouvelle-Zélande, il y a 300 habitants. Et j'ai bien senti que lors de l'entretien, en fait, la question, c'était plus de savoir, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir dans notre équipe? Tu vois? Ouais. Plus que, bon, bah, nous, c'est pas grave. Et puis, est-ce qu'elle va réussir la formation aussi? Mhm. Et c'était pas gagné, mais je me suis bien défendue. Et puis, au final, c'était bon. Mais voilà, voilà. Et Donc, donc, après l'Australie, oh, pardon. tous ces jobs, je finis juste avec ça, mais en général, c'est du bouche à oreille. Et t'y vas au culot, tu postules, tu te poses pas trop de Ouais. questions. Ouais, c'est souvent du bouche à oreille. Ou alors, c'est simplement ouais, quelqu'un qui m'en a parlé et du coup, j'envoie un mail. Mais ça m'arrive souvent quand j'envoie un mail ou quand je contacte de dire bah, j'ai eu votre contact via telle personne. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile parce que la personne, elle a tendance à plus te faire confiance quand elle connaît ou que tu es un ami d'amis. Donc, c'est souvent comme ça, en fait. Se créer un réseau de contacts Mhm. et voilà. Mm. Ok. Alors, après l'Australie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai voulu finir mon voyage dans le Pacifique Sud en beauté et boucler tout ça par un voyage sur un grand voilier qui fait 37 mètres de long avec 4 voiles et 2 mâts. Un truc gigantesque en acier en plus, ça se fait plus. Et ça s'appelle Infinity Expedition. Le capitaine, il s'appelle Clément. Et voilà, en gros, j'étais équipière sur le bateau. Alors, au début, j'ai payé pour passer des vacances sur le voilier. Et après, j'avais plus d'argent. Et puis aussi parce que j'aimais bien travailler sur ce bateau, en cuisine, recoudre les voiles, faire des quarts, un peu de ménage. Enfin, voilà, j'ai aidé l'équipage pour ce tour. Et on était autour du royaume des îles de Tonga. Donc, à côté de Fidji, on est parti de Samoa. Et nous, on n'est pas allé jusqu'aux îles Fidji, mais tu as aussi Vanuatu, enfin tout ce secteur-là, quoi. Moi, j'avais très envie de voir la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, là, j'en avais parlé. Mais en fait, il s'avère que ces îles, bon, bah, si tu y travailles, c'est bien, mais sinon, en vacances, c'est quand même très cher. Mhm. Et du coup, moi, j'étais très heureuse parce que quand on est allé aux îles Tonga, en fait, les gens, ils vivent de ce qu'ils ont. Ils ont des beaux jardins, ils ont des super beaux potagers. T'as des poules qui courent et des petits cochons dans la rue et leur maison, elle est faite de ce qu'ils ont sur place. Et c'est des gens qui vivent vraiment simplement. En plus, ce qui se passe, c'est que tu as peut-être une personne dans le foyer. Et ils vivent à 10 dans une maison et il y en a un qui travaille pour tout le monde. Parfois, il travaille en Nouvelle-Zélande et il revient avec l'argent pour faire vivre la famille. Donc, ouais, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Et puis, quand moi, j'ai des moments de coup de mou ou qu'il fait froid et que je rêve de soleil, et ben, sur YouTube, je mets Tongan Music et puis hop, j'ai l'impression d'être partie au soleil et tout ça, c'est de la musique avec un peu de guitare et un truc vraiment tranquille et relaxant. Donc, ça, c'était vraiment une super belle expérience. Et alors, attends, tu me dis que tu as fini par travailler sur le bateau, mais au bout de combien de temps? Parce que tu as d'abord payé tes vacances et ensuite Mm, tu as réussi à rester sur le bateau en leur disant, bah écoutez, je veux travailler. ouais. Comment tu as appris à faire tous ces trucs utiles sur un bateau? Oui, bah, en fait, oui, j'avais payé pour passer 5 semaines. Et puis, en fait, il se trouve que moi, j'ai du mal à. Enfin, c'est bizarre quand tu as face à toi quelqu'un qui a le même âge et qui fait partie de l'équipage et qui travaille. Et puis, moi, tranquille, enfin, je veux pas me laisser faire. Dire, voilà, je suis pas comme ça. Donc, en fait, au final, j'avais payé pour mes vacances, mais je faisais autant de choses que l'équipage dès le début, en fait. Mais c'est parce que ça me faisait plaisir. Et en fait, après apprendre, tu sais, tu as juste à. Non, et en plus, il y a un truc, c'est ce que je regrette, et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, c'est peut-être partir avec un équipage plus petit.
sur un plus petit bateau, par exemple pour faire la transatlantique. J'aimerais trop faire ça pour vraiment apprendre à naviguer parce que là, j'ai pas appris j'ai fait des quarts, mais je suivais un cap. J'étais pas là, enfin, j'ai pas vraiment, c'était plus, j'observais comment on faisait les choses et puis j'étais les petites mains qui aident, tu vois. Et puis voilà. Mm. Mais c'est super qu'il t'ait accepté. Ça a été facile ou pas? Parce que je pose la question si jamais il y a des gens qui seraient intéressés. Est-ce que tu dirais que c'est facile d'être accepté dans un équipage comme ça ou comment tu... Ben, je pense que les places sont chères, mais ça dépend où. Et franchement, des fois, c'est une question de chance. Est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un ou pas? Après, là, Clément, vu que c'était un bateau qui pouvait accueillir 25 à 30 personnes dans l'équipage, il y avait genre 10 personnes. Tu avais le moniteur de plongée, tu en avais un qui était un petit peu en dessous du capitaine, tu avais des aides en cuisine. Enfin, il y avait quand même pas mal d'opportunités. Mm. Et puis, il y a aussi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, quand je m'étais enseignée pour faire la traversée de l'Atlantique, tu as sur Facebook et certainement sur d'autres réseaux sociaux, tu peux participer à des groupes. Il y a des groupes, des gens qui veulent faire du stop en bateau, tu vois, ou qui n'ont pas les compétences, mais il y a des skippers parfois qui cherchent. C'est plutôt dans le sens inverse. En général, il y a plus de personnes qui veulent. Mais voilà. Et puis après, je pense que, encore une fois, c'est une question de personnalité parce que des fois, il y a des gens avec qui bah, ça matche tout de suite. Et puis, il y a des personnes avec qui, bon, bah, tu te dis, super, si je dois passer les 15 prochains jours avec. Enfin, c'est comme ça, c'est un peu la roulette russe. Non, on va pas dire ça en ce moment. Non. Et donc après ce périple en bateau, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Eh ben, ça faisait déjà 2 ans et j'ai un très très bon couple d'amis, Fanny et David, qui se sont mariés. Et donc, fallait que je rentre. Fallait être là. C'était en 2015. Donc, je me suis dit, bon, allez, ça fait 2 ans, il est temps de rentrer. Donc, je suis revenue et j'ai passé un peu de temps en famille en Normandie. Et puis, bah, l'hiver est arrivé et je suis partie en Islande pour guider sur l'une des langues glaciaires de Vatnajökull. C'est le plus grand glacier d'Europe qui fait à peu près la taille de la Corse. Donc, je suis partie là-bas pour guider. Donc, l'hiver sur les glaciers, c'est vraiment très beau parce que tu as la neige blanche qui recouvre la glace qui est bleue par endroits. Enfin, les séracs, c'est l'endroit où en fait, la glace se découpe et forme vraiment des jolis. C'est un endroit dans lequel il faut pas évoluer, mais si tu te rapproches un petit peu juste pour voir, et ben, c'est vraiment chouette. Après, faut toujours partir avec un guide hein, parce que la neige recouvre les crevasses. Et voilà, l'idée, c'est de revenir en fait et de pas de rester dans le glacier. Ouais. Mais voilà, on a fait ça ah oui, une autre chose, un moment magique, c'est que du coup, je crois que c'est là-bas, voilà, c'est là-bas que j'ai vu ma première aurore boréale. Et j'étais assise dans un bassin naturel d'eau chaude en Islande avec des amis, des copains. Et je me souviens avoir dit, on était sur le retour dans la voiture et j'ai dit, je crois que si demain je dois mourir, j'ai vu la plus belle chose de ma vie. Et je me dis, ça fait un peu cliché parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais j'avoue que l'aurore boréale là, qui danse dans le ciel, qui arrive doucement, et hop, d'un seul coup, tu as l'impression que ça joue du piano dans le ciel, et tu es assis dans des sources naturelles d'eau chaude. Là, ça c'est vraiment un beau souvenir. Et puis après, j'en ai vu plein d'autres, mais euh, peut-être que ça fait aussi partie de mes leçons de vie, mais je trouve que c'est vachement important à chaque fois de s'émerveiller, même des choses qui reviennent, tu vois. Plus Oui. souvent, faut pas, voilà, pas être blasé dans la vie parce que vraiment, il y a des moments comme ça, particuliers, magiques. Bah, Donc voilà. je suis un peu comme toi. Enfin, je peux m'émerveiller de voir un oiseau. C'est vrai qu'on on peut se sentir comme un enfant. Des fois, on se dit, ah, un petit oiseau. Mais Ouais, il y a beaucoup de gens qui prêtent plus du tout attention. Mais je pense que c'est important aussi de rester éveillé, comme tu dis, ouais, et les yeux grands ouverts. ouais, Mais alors, je pense que c'est après ça qu'on s'est rencontrés, parce que je crois que tu es parti faire une saison en Suisse, non? ouais. Et c'est la suite.
Tout à fait, ouais. Voilà, donc c'est à ce moment-là, on s'est rencontrés dans un covoiturage, tu m'as raconté ta vie, j'étais là: «Oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire, cette vie est incroyable, je veux faire pareil» et j'avais pas encore voyagé à ce moment-là. C'est après t'avoir rencontré que j'avais voulu partir en Norvège et que je m'étais lancée avec les chiens de traîneau aussi, parce que tu Oui. m'avais montré l'exemple, en fait, et j'ai dit: «Oh là là, mais c'est trop bien» Mmh. et donc là, tu partais donc en Suisse, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Du coup, quand on s'est rencontrés, on était à peu près à la moitié de mes expériences professionnelles. Ouais. Et oui, effectivement, je me souviens, que tu m'avais dit que tu partais en Norvège. En fait, je pense que tu avais organisé un petit peu ton voyage avant même de me rencontrer, mais que du coup, ça solidifiait encore plus cette envie de partir et de se dire: «Ouais, c'est pas grave, je suis toute seule, je vais mettre mes chaussures de rando, emmener mes affaires dans mon sac à dos et y aller», tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui tu vois, quand j'avais genre 23 ans et ben, je le faisais sans problème. Puis après, j'ai rencontré Sam et j'ai toujours eu un copain. Et je me souviens que quand je me suis séparée, j'ai cru que j'étais plus capable de repartir toute seule, prendre l'avion toute seule. Et en fait, c'est juste un petit moment, effectivement, où tu penses que t'es pas certaine que tu peux le faire. Et en fait, bon, après, pour moi, ce que je pense, c'est quand même que la vie est faite pour la partager à deux. Après, quand tu as vraiment très envie de faire quelque chose, et ben, faut le faire, hein. Si la motivation est là, les gens t'en rencontreras. Et d'ailleurs, quand tu voyages seul, souvent, tu fais plus de rencontres avec des locaux parce que comme tu es seul, bah, tu t'ouvres plus facilement, quoi. Donc, Exactement. j'en reviens à la Suisse. La Suisse, effectivement, j'ai fait un été là-bas. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Village Camp, qui organise des séjours internationaux. Les jeunes venaient de l'étranger essentiellement, un petit peu des colonies de vacances l'été, et des séjours sportifs, et à l'automne, des classes vertes. Donc, toujours dans le sport, dans l'enseignement, des différents sports de plein air avec des jeunes. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu mon visa pour le Canada. J'ai eu mon PVT pour 2 ans. Et il fallait que j'utilise parce que j'avais un an pour arriver sur le sol canadien. Et là, je suis partie à Whitehorse. Donc, j'avais dit, j'ai visité l'Est. Maintenant, il faut que j'aille dans l'Ouest canadien. Pareil, via un ami avec qui j'avais travaillé quand j'étais au Québec. Il m'a dit, bah, si tu veux aller dans l'Ouest, je connais quelqu'un. C'est à 2 heures d'avion au nord de Vancouver. C'est quasiment l'Alaska. Whitehorse, c'est la capitale du Yukon, c'est juste à côté de l'Alaska. Et du coup, bah, je me suis retrouvée là-bas. Et, euh, et je venais de me séparer de Sam. Voilà. En fait, j'ai eu un copain français pendant 4 ans. Je l'ai quitté pour le Canada. Et après, j'ai refait la même chose avec mon néo-zélandais. Donc, je me suis dit, il faut que je me trouve un Canadien. Il faut que je m'installe là-bas. Donc, voilà, j'ai habité 1 an et demi à Whitehorse. Et j'ai travaillé essentiellement comme enseignante dans des écoles francophones, donc plutôt enseignante remplaçante. Et puis aussi, j'étais beaucoup ce qu'ils appellent chaperonne, en fait. Euh, Ils ont vraiment beaucoup de chance, les jeunes là-bas, parce que c'est vraiment un terrain de jeu pour tout ce qui est sport de plein air. Et il y a certains programmes qui permettaient aux jeunes entre 12 et 15 ans de passer un semestre à faire... en fait, ils poursuivent leurs études, hein, mais ils ont un programme un peu plus spécialisé dans la pratique des sports de plein air. Et dans ce cas-là, en fait, le professeur, il a besoin d'un assistant, en gros, pour emmener les jeunes. Par exemple, j'ai passé mon permis bus. Tu vois les bus jaunes américains. Voilà, j'ai Ouais. passé mon permis pour pouvoir conduire. Et puis, voilà, il a toujours besoin d'aide parce qu'en fait, on est un groupe de jeunes de 20, entre 15 et 20 jeunes. Et donc, j'ai beaucoup aidé. Et ça, j'ai adoré parce que c'était une belle manière pour moi de visiter différents endroits, parce que le Yukon, c'est vraiment grand, c'est quasiment la taille de la France. Et en même temps, bah, exercer un métier qui me plaisait beaucoup. Et aussi, autre chose, c'est qu'en 2018, euh, j'étais au départ de la course, la fameuse course de chien de traîneau, la Yukon Quest. Elle débutait à Whitehorse cette année-là. Et du coup, j'ai dit non, bah, il faut que je sois au départ. Il faisait -38, il faisait très froid. Ouais. Et,
Et c'était un moment magique parce que, en fait, les mushers, ils partent, tu vois? C'est le départ et en fait, pour eux, ça va être, la dernière fois qu'ils vont voir des gens, pendant enfin, tu vois? Ils vont passer, pour les meilleurs, jusqu'à 10 jours, sur leur traîneau vraiment, isolés avec leur chien et à mon avis, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Mais d'avoir, des gens qui les soutiennent, tu sais, au moment du départ et puis, à l'arrivée et puis aussi au checkpoint, je pense que c'est vraiment une atmosphère, particulière. Et en fait, j'avais eu la chance d'être là parce qu'à ce moment-là, si tu veux, comme il y a pas mal d'entreprises, là-bas qui proposent des tours en chien de traîneau, mais tu as aussi pas mal de propriétaires qui font des courses. Comme moi, là, à Font-Romeu, François, il fait des courses, en Laponie et en fait, quand, les mushers ou les musheuses décident d'aller faire des courses, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les remplace, avec leur entreprise pour que ça continue à tourner. Donc moi, je travaillais pour, Marcel Fressino, qui pourrait être, éventuellement, une autre invitée, dans ton podcast, Émilie, parce qu'elle, elle a plus de 65 ans, elle est suisse à la base et je pense qu'elle en aurait des choses à te raconter et donc elle, travaille, pour son entreprise qui s'appelle Alayuk et cet hiver-là, elle partait pour faire la Yukon Quest et elle avait besoin d'une meucheuse, en extra, comme remplaçant donc j'ai bossé pour elle juste 1 mois, tu vois? OK. Voilà. Et en fait, en 2019, ouais, les 2 ans étaient passés et j'avais pas habité ailleurs qu'à Whitehorse. J'étais restée là-bas parce que je m'étais fait des amis, que j'avais du travail et que j'aimais bien là-bas et tu vois, j'aimais autant l'hiver que l'été, hein. L'été, c'est vraiment chouette. Il fait tout le temps jour donc c'est, assez comique. Faut que tu mettes ton téléphone en mode, faut que tu mettes une alarme en fait, à 10 heures pour dire: «C'est l'heure d'aller se coucher» quand il est 22 heures le soir parce que sinon tu continues, Oui. et puis tu un petit peu, en fait tu as beaucoup d'énergie parce qu'il y a le soleil qui est tout le temps présent et ouais, l'été, j'ai vraiment adoré parce que moi j'adore le VTT et la rando et là-bas, il y a plein de choses à faire. Et après cette expérience-là, du coup, que tu avais déjà des plans? Tu es rentrée en France, tu savais ce que tu voulais faire après ou comment ça s'est passé? Bah, en fait, je m'étais dit: «Je rentre, du moins je rentre en Europe et je vois si le Canada me manque». Parce qu'en fait, j'en connais beaucoup, hein, enfin beaucoup. J'ai entendu quelques personnes dire, ils arrivent au Canada, ils viennent d'avoir leur PVT et ils font tout de suite leur demande ça s'appelle la résidence permanente. En fait, ça te permet d'avoir un visa de longue durée, autre que parce qu'une fois que tu as eu le PVT une fois, tu peux pas l'avoir 2 fois et donc c'est la seule manière entre guillemets, enfin l'une des façons d'obtenir un visa de travail de longue durée et c'est un très long processus, hein. Ça prend bien souvent, ça prend plus d'1 an parce qu'ils testent ta motivation, hein. Ils te demandent énormément de documents, et il y a des gens qui demandent aussi à pas un avocat, mais un conseiller, tu vois, pour les aider et ils les payent carrément pour construire le dossier parce que c'est très compliqué. Il y a pas mal d'étapes et financièrement aussi, c'est un investissement et du coup, j'étais pas certaine de vouloir le faire donc je suis rentrée en France, j'ai attendu et je me suis dit: «Ah non, je vais le faire. Je vais faire ma demande» et là, ma demande, ouais, elle a pris 2 ans à être acceptée avant d'être acceptée donc je m'attendais pas à ce que ce soit si long et en même temps, bah, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit que je pouvais faire d'autres choses Donc là, et tu je suis ret as ton permis de résidence? ouais, ouais, je l'ai Bravo! depuis en fait. Ouais, ouais, c'est clair. En fait, ça a été tellement long qu'à un moment donné, je me suis demandé, si je le voulais vraiment. Mais non, bien sûr que je le désirais, mais c'est juste qu'il y a un moment donné où tu te dis: «Non, mais si vous voulez pas de moi les gars, c'est pas grave, j'irai ailleurs». C'est génial ça. Mais alors du Et coup, oui, tu l'as obtenu, mais là en ce moment tu travailles en France, dans les Pyrénées, du coup comme meucheuse. oui, Donc tu as déjà planifié de quand tu allais y retourner? oui, en fait, je prévois d'y retourner pour l'été indien, donc à l'automne pour nous. En fait, je l'ai eu en novembre, là, j'ai eu confirmation et j'étais au Népal en voyage. Et en fait, j'ai trop de chance. En fait, ça faisait quand je travaillais en la deuxième année où enfin, en fait, j'ai fait un hiver, en Islande en 2016 et j'ai fait l'été 2019 en Islande. Donc j'ai fait un été en Islande et à ce moment-là, dans mon équipe, il y avait, 2 Népalais et il y en avait un qui m'avait dit: «Ah, un jour,
on regroupera suffisamment d'argent pour faire un sommet tous ensemble au Népal avec les autres guides avec qui je travaillais. Et moi, j'étais là, ah ouais, carrément. Et en même temps, moi, tu vois, j'ai jamais été haute montagne, enfin, à moins d'avoir un guide avec moi, ou sommet, moi, je suis plus, plutôt que de faire le Mont Blanc, je ferais plus le tour du Mont Blanc. Tu vois, je suis plutôt Ouais. moyenne montagne, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai dit, bon, bah, l'année du Covid, c'était pas possible. Et cette année, il y a eu une fenêtre entre fin septembre et mi-décembre où on a pu, si tu étais vacciné, tu pouvais arriver au Népal sans faire de quarantaine à Katmandou. Et j'y suis allée. J'y suis allée toute seule. J'ai dit, je vais faire je voulais faire le tour du sanctuaire des Annapurna. Donc, c'était, en gros, c'est une rando qui fait, bah, à l'heure actuelle, ça prend à peu près 2 semaines pour faire le tour à pied et avec certaines sections en bus parce que c'est plus faisable. Et je m'étais renseignée quand même. En fait, j'avais une copine qui avait fait ça avec deux autres copines quelques années auparavant qui m'avaient donné les cartes. Elle m'avait donné plein de conseils, surtout. Tu vois, qu'est-ce que j'emmène dans mon sac? Et puis comme c'est moi qui portais mon sac parce que j'avais pas pris de guide et j'avais décidé d'y aller toute seule. Alors je me suis dit bon, ça va peut-être être mal vu de pas avoir de guide parce que c'est vrai que comme en plus il y avait eu le Covid, si tu veux, quand je suis arrivée à Katmandou, les Népalais ils me regardaient un peu comme si j'étais un insecte rare, tu vois. Ah, il y a une touriste qui est revenue, donc tout le monde se jetait un petit peu sur moi et en même temps, mais je les comprends parce que vraiment, ça faisait 1 an et demi qu'ils avaient vu aucun touriste et pour eux, voilà, l'activité économique s'était arrêtée. Et donc, je suis partie et j'ai fait ce tour-là pendant 3 semaines et la moitié du temps, j'ai marché toute seule et l'autre moitié du temps, il y avait d'autres touristes, notamment des Français et j'ai vraiment passé un bon moment. Et au bout de quelques jours après mon arrivée, j'ai appris que j'avais eu mon visa et bien sûr, j'étais contente. Et en même temps, je m'étais engagée pour la saison à la Scan Team dans les Pyrénées. Et j'avais très envie de venir à Font-Romeu de toute façon parce que, en fait, Font-Romeu, c'est connu chez les athlètes parce qu'en fait, c'est une station qui est à plus de 2000 mètres d'altitude et ils ont des très belles infrastructures. Tu vois, ils ont un lycée climatique pour les asthmatiques et ils ont une piscine avec deux bassins, un bassin de 50 et de 25. Et pour moi, c'est crucial. La natation, c'est vraiment mon sport number one, tu vois. Ok. Et plein de choses. Il y a des pistes de ski de fond, il y a beaucoup, beaucoup. Donc j'ai dit non, non, je vais y aller. Donc je fais cette saison. Cet été, je suis encore un petit peu en train de décider ce que je vais faire. Et puis à l'automne, je vais y aller parce que, en fait, quand tu obtiens un visa comme ça, il te donne entre 6 mois et 1 an pour y aller. Et après, bah, tu le perds. Donc il faut vraiment que j'y aille avant mi-octobre. Donc Ok. voilà. Nouvelle aventure qui t'attend. Mm. Et alors, Donc par j'ai rapport fait. je me permets des petites questions par rapport aux réflexions qu'on me fait souvent ou des questions qu'on me pose. C'est souvent, mais ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que tu voyages toute seule, tu es une femme. Comment ça s'est passé pour toi au niveau de tes proches? Est-ce qu'ils sont compréhensifs? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'on t'a déjà dit: «Mais non, fais pas ça, c'est trop dangereux»? Comment les gens réagissent autour de toi? Bah, oui, des fois, il y a un petit peu d'inquiétude dans la voix de ma mère ou de mes amis. En même temps, par exemple, tu vois, je suis partie au Népal toute seule. Ma mère, elle se dit, le Népal, c'est l'Asie. Voilà, est-ce que et puis à la fois, quand j'étais là-bas, je pouvais quasiment à tout moment, je pouvais lui écrire, hein. Tu sais, aujourd'hui, on a du réseau un petit peu partout. Dans Quand je suis partie au Népal, j'étais même pas en camping, j'étais en auberge quasiment tous les soirs et il y avait internet. Donc bien sûr que ma mère, elle me dit en fait, si tu veux, on a 2 caractères très, très différents. Quand, je lui ai dit que j'allais être guide, en Nouvelle-Zélande, la première fois, elle y a pas cru. Elle s'est dit: «Mais, ah, limite, elle était assez, en fait, ma mère, elle est vraiment géniale, elle a beaucoup d'humour, c'est une maman super cool. Mes parents, ils m'ont jamais mis la pression par rapport à mon parcours un peu atypique et même des fois,
il y a des parents qui m'auraient dit: «Non mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai bientôt 35 ans», et en fait, mes parents, ouais, ils sont vraiment cool et souvent la réponse que je donne aux gens, c'est que, ça c'est quelque chose j'ai envie de parler de ma mamie, en fait, dans cet entretien, dans ce podcast. En fait, j'ai une mamie qui va bientôt avoir 101 ans et elle est géniale, tu vois? Et je me dis: «Bon, bah, voilà, si si je suis sa trace, 35 ans, moi, je suis en pleine crise d'adolescence. C'est maintenant». Donc bon, ma mère, elle, ouais, elle a pas peur de tout, mais souvent, elle m'a un petit peu dissuadée ou découragée et je pense qu'en fait, c'est dans mon caractère d'aller, à l'encontre de ça, les interdits, tout ce qu'on voilà et en fait, en ayant ce genre de réflexion, en fait et ben, ça a attisé encore plus mon envie de de faire le contraire. Donc du coup, je pense que voilà, c'est sûr que ouais, j'ai parfois manqué un peu de ça. Mon père par contre, il m'encourage et puis tant qu'il voit que je suis en bonne santé et enfin, il m'est jamais rien arrivé de catastrophique et j'ai jamais été dans des situations donc bah, après, il faut jamais dire jamais et je pense qu'il faut aussi, parfois quand tu es en vacances, tu penses que tout est beau, tout est rose et il faut quand même rester vigilante. Mais non, globalement, ma mère, elle a fait un travail de lâcher prise il y a très, très longtemps par rapport à ça. J'imagine, mais est-ce que tu avais planifié d'avoir cette vie-là ou est-ce que tu suis ton intuition? Tu fais les choses au fur et à mesure des opportunités comme elles viennent? Parce que souvent les gens ils disent mais, enfin ils pensent que c'est quelque chose qu'on décide ou qu'on planifie, mais en fait souvent c'est les choses se font, les unes après les autres et en fait c'est juste qu'on est ouvert aux opportunités. Je sais pas comment toi tu vois ta vie. Est-ce que tu avais planifié de faire toutes ces choses-là ou ça s'est juste fait tout seul? Hem, non, je pense que si, à 10-12 ans, parce que tu sais, c'est, l'époque où peut-être un peu plus tard quand tu as 15 ans, je me souviens au collège, tu es en 3e, ton prof principal, il te demande un petit peu, ils essayent de savoir si tu as une idée du métier que tu veux exercer dans la vie. Non, si on m'avait dit, «Tu vas travailler en Nouvelle-Zélande», enfin, j'aurais pas cru, bien sûr que non, et je pense que c'est plus, mais moi, c'est plus mon amour et mon élan pour la nature et pour, les métiers où tu exerces dehors, où c'est relativement physique et puis aussi parce que je pense que j'ai une facilité avec les gens de manière générale, tu vois? C'est assez naturel pour moi, quand, heu, quand il faut guider ou quand il faut, transmettre des connaissances, enfin, j'aime bien ça, en fait. Donc voilà, après, effectivement, moi, je prends les choses, petit à petit et puis, encore une fois, c'est en fait, tu rencontres une personne et puis une autre et puis une autre et puis, en fait, là, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où effectivement, je me dis: «Bon, allez, j'en ai bien profité maintenant. Qu'est-ce que tu veux pour, les 10 années à venir? Est-ce que tu es heureuse dans ce style de vie?» Parce que ça peut être un peu épuisant de devoir, à chaque fois, re-rencontrer une nouvelle équipe, prouver qui tu es de nouveau, alors que bon, tu as 35 ans et ça va quoi, tu pas envie de devoir, faire tes preuves à chaque fois, tu vois? Donc c'est là qu'aujourd'hui, il faut que je prenne, un virage un petit peu et faire le choix et tu sais, je me disais: «Ah mais un jour je me poserai, hein, un jour je rencontrerai une personne ou la bonne personne ou bien on me proposera un un job, permanent», tu vois? Et c'est toujours pas arrivé donc je me dis que les choses, faut que j'apprenne à ça tombe pas du ciel, il faut les créer les opportunités et là, je pense qu'il faut que je m'investisse un peu plus dans quelque chose à long terme si je veux que ça arrive. Mais là, a priori, ça se passera plutôt au Canada, du coup. Ça se passera plutôt au Canada, ouais. Mmh. Parce que je sais pas si on me pose souvent cette question, mais ce que tu viens d'aborder, moi, on me dit souvent: mais tu pas envie de te poser?» Et alors je sais pas si ce que tu réponds à ça, mais moi, je suis souvent, j'ai plusieurs émotions qui se mélangent et d'une alors moi, j'ai encore, 29 ans, donc quelques années de moins que toi, mais c'est comme si, les gens, en fait, ils stressent pour toi parce que tu rentres pas dans les cases et à un certain moment, un certain c'est même pas à de l'âge parce que ça fait plusieurs années, moi, qu'on me dit ça. C'est comme si il fallait qu'ils se rassurent
et ils comprennent pas pourquoi tu te ranges pas dans la case et mais ils se disent pas aussi que c'est un certain moment de notre vie et qu'on se posera un jour si on a envie et qu'il y a l'occasion, mais c'est pas parce que enfin là, tu vois, on profite, on vit nos aventures, comme ils disent, «C'est bien, tu profites, tu jeune», mais c'est juste tu profites de ta vie, en fait, tu sais pas quand ça s'arrête. Et si tu pas envie de te poser, bah, tu te poses pas. En fait, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est souvent les gens ont peur et ils projettent les peurs sur toi, hein, parce que tu changes tout le temps de lieu de vie, de travail, tu rentres pas dans la case, tu as 35 ans et tu pas encore d'enfant, mais comment tu vas faire? Et il y a cette pression qui monte petit à petit encore plus chez les femmes, je pense. Tu me diras ce que tu en penses. Hem Et il y a aussi un gros travail, on se rend pas compte parce que les gens nous disent toujours: «Oui, tu as de la chance», mais il y a beaucoup de concessions, beaucoup de travail, c'est des choix. On investit notre temps, notre énergie, notre argent pour avoir cette vie-là. Il y a des peurs, il y a des doutes, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir cette vie-là jusqu'à 120 ans, même si ce serait génial. Je sais pas comment tu ah puis en plus, ça évolue, je veux dire, quand tu as 25 ans, tu as pas du tout envie de te poser, mais après les choses changent avec le temps. On a plus envie de se poser. Moi, c'est comme ça que je le ressens, avec la trentaine qui arrive, cette année. Avec ce que tu dis, j'ai l'impression que tu ressens aussi un peu la même chose. Qu'est-ce que tu réponds toi, aux personnes qui te diraient: «Mais pourquoi tu Ouais. oses pas?» Ben, je leur dirais que si je l'ai pas fait avant, c'est que j'étais pas prête et que ça me correspondait bien, de faire ça parce que moi, j'ai une soif de découverte, je suis curieuse, tu vois? Il faut toujours que j'aille un petit peu plus loin et que je serai pas, pleinement satisfaite. Après, c'est pas parce qu'un jour tu décides de te poser à un endroit pour 5 ans, 10 ans que enfin, je veux dire, il y a des familles, une fois qu'ils ont des enfants, ils font des voyages à vélo ou des voyages en voilier avec leurs enfants. Enfin vraiment, et heu et il faut juste, un peu s'écouter quand même, quand tu plus bien en fait. Quand ça va plus, bah, c'est le temps de changer. Moi, je sens que j'aurais plus de satisfaction aujourd'hui à faire des projets à long terme, tu vois? J'aimerais bien, avoir mon jardin, ma maison, tu vois? M'investir sur, quelque chose, d'un petit peu plus, de construire quelque chose, sur le long terme aujourd'hui, tu vois? Après, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand tu as une vie comme celle qu'on a eue, tu vois? Il y a ça aussi, et ouais, voilà, être prête à se poser. Heu, Moi, quand les gens ils me font des remarques comme ça, en fait, ça m'atteint pas trop les jugements, je je prends pas les choses personnellement. Je leur dis juste que, bah, je pense que les voyages aussi, ça t'ouvre les yeux et ces gens-là qui te posent des questions, ils ont pas eu la chance d'avoir des opportunités de voyager comme, nous on a eu et donc du coup, ils voient que leur modèle à eux. Donc forcément, ça les perturbe de voir ton mais toi, quand tu as voyagé et que tu es allé dans des pays, bah comme au Népal, ils ont ils ont rien par rapport à nous, hein. Ils vivent de vraiment pas grand-chose et en fait, quand tu pars dans un pays comme ça, bah, ça te rappelle quand même que nous, on a des standards de vie qui sont pas du tout les mêmes Ouais. et heu et pour autant, hein, on n'est pas plus heureux. Donc nous, on est riches de rencontres, de voyages, peut-être pas riches parce qu'on n'a pas acheté un appartement ou une maison, parce qu'on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas fait des métiers où on évoluait et donc on a une augmentation de salaire ou quoi que ce soit. Mais chaque chose en son temps et puis, Exactement. chacun, voilà. Et quels ont été les moments les plus difficiles dans tout ton parcours? Parce que ça a l'air de couler de source quand on t'écoute, mais j'imagine que tu as aussi eu des moments de doute, que tu as eu des peurs, de remise en question. Est-ce que je sais pas, quels ont été tes moments les plus difficiles par rapport à la vie que tu as eue, dans les décisions que tu as dû prendre, par exemple? Hem, Bah, pour moi, la période, à mon avis, la plus difficile, ça a été justement quand, j'ai dû faire le choix entre, rester avec Sam, avec mon chéri que j'aimais, tu vois? Ou avec Florian, j'avais eu un copain, quand j'étais plus jeune encore, quand j'étais étudiante et tu vois, d'avoir ce sentiment: «Il faut que j'y aille, il faut
je parte être guide de chien de traîneau, j'ai trop envie de le faire. Et en même temps, avec quelqu'un avec qui j'étais bien, tu vois. Et puis bon, bah aujourd'hui, tous les deux, ils ont fait leur vie et tant mieux, parce que voilà, avec Facebook, maintenant, on est au courant de tout. Et je suis très heureuse pour eux. Et en même temps, ben, je me dis que ouais, ça a été des moments pas évidents parce qu'il a fallu que je fasse un choix entre ce que je voulais vraiment vivre et les expériences de voyage. Et puis voilà, parce nous, on avait bien baroudé ensemble et on avait visité, on avait fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Europe ensemble et que j'avais toujours envie de partir au Canada et que lui, non. Donc, ça Ouais. a été des moments difficiles. Et tu sais quoi, pour s'en sortir, en fait, moi, je pense que j'ai une carte, je dirais, de survival, tu vois. Genre, quand ça va pas, ben, je me mets en mode survival. Il faut que ça aille bien. De toute façon, j'ai comme une réserve, en fait. Et aussi, il n'y a pas que ça, il y a l'importance des gens qui t'entourent, en fait. Et même si tu es à l'étranger et que tu n'es pas proche de tes amis avec qui tu as grandi et ta famille, et ben, moi, j'ai toujours habité en coloc. Et en fait, habiter en coloc, bah, ça te fait rencontrer du monde, ça te fait te changer les idées. Et moi, du coup, je m'étais amenée à fond dans le travail. Je travaillais énormément pour oublier ce manque et voilà, m'en sortir. Et j'ai toujours trouvé des techniques, des astuces pour voilà. Après, bon, par rapport à la situation actuelle et ce qui se passe en Ukraine, pour moi, ma vie, elle est facile et j'ai pas eu de moments difficiles dans ma vie. Tu vois, j'ai pas eu à traverser ce que eux ils traversent. Et là, pour le coup, vraiment, non, pour moi, ma vie, il y a eu rien de difficile dans ma vie, dans ce cas-là, tu vois. Très bien. C'est un beau retour sur la situation actuelle aussi. Et en Ouais. rapport au fait d'être une femme, j'ai bien posé cette question dans ce podcast. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés parce que tu travailles beaucoup dans le monde du sport, du voyage, des choses un peu physiques? Est-ce qu'on t'a déjà, refusé par exemple un poste parce que tu étais une femme? Est-ce que tu as déjà senti qu'être une femme, ça t'avait mis des freins ou pas du tout, au contraire? Bah, j'ai pas, tu vois, en y repensant, j'avais vu cette question-là en préparant, mais il y a, j'arrive pas à me souvenir d'un moment en particulier, mais je suis certaine qu'il y en a des moments, et c'est comme si je faisais abstraction de ça, en fait, parce que j'ai confiance en moi, je crois en moi, et j'ai dans l'entretien avec Batsheva, je l'ai écouté sa réponse, hein, par rapport à ça, et j'étais quand même assez d'accord avec elle dans le fait que voilà, quand tu es une femme et que ton patron c'est un homme, pas toujours, et ça dépend des endroits, parce qu'au Canada, j'ai pas ressenti ça, mais dans certains, notamment en France, je pense, parce qu'on a quand même, les Français, on est, enfin surtout là où je suis en ce moment, je suis proche de la Méditerranée, et bah voilà, ils sont parfois, je dirais pas machos, hein, mais il faut faire ses preuves 2 fois plus quand tu es une femme. Et parce que tu es une femme, genre quand je leur disais que j'ai passé mon permis bus et que je roulais avec un bus de 40 places au Canada: «Ah ouais? Bah ouais». Ou tu vois? Et du coup, ça les surprend, hein, forcément, et tu vois? Ils y croient pas, et donc la ce qui est important, en fait, c'est que la personne te fasse confiance. Que moi, du coup, j'ai tendance à parfois perdre confiance en moi parce que je sens que voilà, ils croient pas en moi, et ça, j'aime pas trop parce que et puis aussi, pour moi, quand tu es une femme et que tu as pas la force, et ben, nous, on sait travailler ensemble, on sait travailler en équipe. C'est assez naturel de demander de l'aide, et les hommes, c'est pas toujours le cas, et donc c'est pour ça, c'est notre force à nous. Quand, c'est trop dur, des fois, il y a des moments au travail, en ce moment, en plus, on est 3, on est 3 femmes, en fait. Il y a la femme de mon patron, puis leur fille et moi, et franchement, moi, quand j'y arrive pas, ou voilà, et bien, tout de suite, nous, naturellement, on a tendance à se dire: «Bah, c'est bon, on va s'aider, quoi». Et ça, c'est certainement, notre plus grande force, en fait, et voilà. C'est vrai que des fois, j'avais l'impression que j'avais pas le droit à l'erreur en tant que femme parce que sinon on allait me tacler, tu vois? OK. Et mais c'est pas le cas dans tous les pays, tu vois? Par exemple, au Canada, j'avais pas ce ressenti-là. Hem
Et puis, il y a une question là qui se pose, c'est est-ce que ça a été parfois une difficulté d'être une femme dans ce milieu? Et puis aussi, je me souviens parfois, c'est est-ce que ça a été une difficulté d'être étrangère dans ce milieu? Parce que quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et que j'avais cet accent français quand je parle anglais, et ben, parce que quand je suis arrivée là-bas, j'avais 26, 27 ans, donc j'avais déjà un peu d'expérience, tu vois. Et j'aimais pas. Des fois, ils me parlaient comme si j'avais 6 ans et je leur dis, non, mais attendez, là, c'est pas que je cherche mes mots, que, euh, que je suis, tu vois, que je suis une enfant de 6 ans, hein. Donc, Ouais. parle-moi normalement et me prends pas pour une débile parce que j'ai vachement d'expérience et je te rappelle que l'anglais, c'est ma deuxième langue. Je me souviens parfois avoir dû hausser le ton et faire preuve parce que je trouvais que c'était un petit peu difficile d'être une étrangère là-bas. Mais bon. Bah, c'est un super retour. C'est vrai que je pensais pas du tout à celui-là. Alors, on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce que tu voudrais nous partager 3 leçons de vie, de tout ce que tu as pu apprendre au cours de ta vie? Alors, oui, en fait, j'ai pensé à 3 choses. Peut-être que je suis hors sujet, mais tu Ouais. me diras. En fait, ces 3 choses-là, c'est des choses que je pense que j'ai toujours eu en moi, dans ma personnalité. C'est qu'il faut, par exemple, moi j'adore toucher à des sports tels que le saut à l'élastique, le saut en parachute. J'ai fait du kitesurf juste avant le Covid. J'avais pris tout l'hiver en vacances en Californie du Sud à apprendre le kitesurf. Et j'adore tout ce qui est sensation de glisse et tout. Le parapente, j'ai fait du parapente, là, un stage pour apprendre au printemps à piloter. Mais malgré toutes ces envies d'adrénaline, eh ben, je trouve que c'est important de aimer se poser, juste écouter de la musique, euh, regarder le paysage, observer un oiseau, prendre un livre, un bon bouquin et l'ouvrir, tu vois, ou cuisiner, tu vois, des choses qui sont accessibles et qui sont simples et qui font partie de ton quotidien parce qu'on va pas faire du kitesurf tous les jours, c'est pas la fête tous les jours. Et je trouve que c'est important, en fait, moi j'ai la chance avoir obtenir autant de satisfaction à faire un bon petit plat à mes amis quand ils viennent que à aller faire des sports de malade en pleine nature. Donc tu Donc ça, dirais, ouais, c'est se reconnecter au présent et se satisfaire des choses, les plus simples, quoi. voilà. Mm. OK. Le deuxième, ça serait, on en a parlé tout à l'heure, c'est ne pas prendre les choses pour acquis et s'émerveiller, toujours s'émerveiller, tu vois. Moi, ça m'arrive souvent de dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien faire des randos avec quelqu'un pour pouvoir dire, t'as vu comme c'est beau. Et ça, je me souviens quand j'étais avec mon copain, j'aimais bien parce que c'était vraiment le genre de personne à voir le petit détail, tu vois, voir il voyait la lune en plein jour ou des petits trucs comme ça qui faisaient que t'étais là, ah ouais, c'est trop bien. Et voir un petit peu la magie. Et puis voilà, toujours s'émerveiller, ne pas être blasé, surtout pas. Ouais. Très belle leçon. Voilà. Et puis la dernière, bah moi c'est un peu ma curiosité et ma soif de découverte et si aujourd'hui j'ai 35 ans et que je me suis toujours pas arrêtée, c'est que vraiment j'ai toujours envie et j'ai pas encore une liste longue de choses que je veux faire avant de m'installer, mais il y en a toujours encore un petit peu, tu vois. Et donc sans pour autant, faut pas que ça soit non plus une fuite en avant, tu sais, à toujours vouloir bouger parce que t'es pas content d'être. Non, non, faut être content d'être là où tu es et en même temps, eh ben, si tu me montrais une map monde là, eh ben, j'aurais encore pas mal de pays que j'aimerais visiter. Ouais. Bah, en tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait. Merci à toi et merci de m'avoir inspirée à avoir cette vie-là aussi. Parce que tu as clairement été, l'inconnu rencontré à l'arrière d'un Blablacar qui m'a mis des étoiles dans les yeux en me disant: «Waouh, on peut faire tout ça en tant que femme, en tant que jeune», parce que je savais pas, en fait, à ce moment-là et tu m'as clairement inspirée, donc je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Si jamais il y a des gens qui ont des questions à te poser, je mettrai ta page Facebook, si tu es Oui, d'accord?
Si Oui, jamais il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par exemple, les groupes Facebook où tu as été pour trouver des boulots ou des petits conseils, voilà, parce que tu n'as pas Instagram, non. ni ni YouTube, ni rien. Tu n'as que Facebook. Donc, je mettrai ton lien dans la description si jamais des gens veulent te poser des questions. En tout cas, sinon, vous pouvez me poser aussi directement sur mes réseaux à moi, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Bah, écoute, Charlotte, on va en rester là, puis je te souhaite plein de belles aventures pour le Canada. On reste en contact. Ça m'intéresse bien de suivre parce que je viens de demander mon PVT pour le Canada aussi. Donc, il y a moyen qu'on puisse se croiser là-bas si je suis tirée au sort. Et en attendant, bah écoute, bonne fin de saison avec les chiens. Donc, tu es à Font-Romeu dans les Pyrénées, si jamais Oui, quelqu'un. voilà. Voilà, c'est les Pyrénées-Orientales, les terres catalanes, tout proche de l'Espagne. Trop bien. Voilà. Merci pour tout. Et puis, Eh ben, merci à toi, Evelyne. Et puis, profite bien de ton séjour à Charlotte, aux États-Unis. Et puis, on croise les doigts pour toi. Moi, ça avait pris 6 mois avant que je sois piochée. Donc, après, il n'y a pas de loi. C'est le hasard. J'espère que ça t'arrivera très bientôt. Et moi, je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai une petite astuce parce que depuis le confinement, depuis le Covid, des fois, j'ai des petits soucis pour m'endormir parce que j'étais un peu plus anxieuse que d'habitude. Et quelque chose que j'adore faire, et en fait, je le fais pas trop en ce moment parce que je m'endors assez rapidement avec le métier que je fais, mais c'est de s'endormir en pensant au meilleur moment de ta journée. Des fois, c'est un tout petit moment. Des fois, c'est par exemple, hier, je suis allée faire du snowboard matinée et de juste t'endormir là-dessus et te faire bercer par ce moment. Et en fait, tous les soirs, j'ai toujours un moment magique, même dans les journées de merde, on va dire. J'ai toujours, tu sais, je trouve toujours un petit truc et ça vraiment, je trouve que c'est un petit exercice et je le partage parce que je pense que il y a des gens qui, qui peut-être s'inspireront de cette technique et qui auront moins de difficultés à trouver leur sommeil. Merci beaucoup pour ce partage et ta bonne humeur et ton rayonnement, ça fait toujours plaisir. Et je te fais des gros bisous et puis à très vite, peut-être au Canada. Oui, avec plaisir. Moi aussi, je t'embrasse. Salut. J'espère que cet épisode t'a inspiré, que tu as appris des choses et que tu as plein de motivation pour aller vivre tes rêves et faire de ta vie une aventure. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi pour m'aider à inspirer le plus de monde possible. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram avec @adventuresway. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures.